Alors Thierry Pham est professeur de psychologie forensique criminelle à l'université de Mons en Belgique. Il est aussi directeur du centre de recherche en défense sociale à Tournai, toujours en Belgique. Thierry Pham, à vous la parole. Bonjour, merci. Donc, on m'a demandé d'intervenir sur des critères relatifs à l'efficacité thérapeutique. Donc, je me suis donc centré sur la proposition de formuler des critères de nature opérationnelle. Toutes choses étant égales, il y a eu une série d'interventions précédentes, notamment sur les perspectives et notamment des critères cliniques de prise en charge psychothérapeutique notamment. Donc, je vais peut-être commencer en rappelant évidemment que les modèles de traitement spécifiques relatifs aux délinquants sexuels, il y en a beaucoup. Il y a des perspectives qui se discutent et sur le plan théorique et sur le plan pratique. Alors, Bruno Gravier faisait référence juste à des travaux de Carlenson et notamment des méta-analyses qui suggèrent de manière assez évidente, au fond, que si on compare les délinquants sexuels traités par rapport aux non traités, il y a en tout cas aujourd'hui suffisamment de preuves probantes pour légitimer, en tout cas souligner qu'il y a une baisse de la récidive chez les gens qu'on traite de manière efficace et de manière plutôt structurée par rapport à des gens qu'on ne traite pas. La question fondamentale est alors suivante. Est-ce que la récidive constitue un critère opérationnel suffisant pour mesurer l'efficacité thérapeutique? L'immense majorité des praticiens sur le terrain et des chercheurs diront que non. C'est un élément important à considérer, mais ce n'est certainement pas l'élément unique à considérer. Tout sur l'état égal, nous savons que l'évaluation de la récidive, et notamment de la récidive officielle, ne constitue jamais qu'une partie des probabilités de passage à l'acte des individus. Néanmoins, c'est quand même un élément important. Il y a suffisamment de documentation au sein de la littérature scientifique qui légitimise, en tout cas qui souligne la nécessité de suivre un certain nombre de principes de base. Les principes de base ont été évoqués à plusieurs reprises, notamment hier, et notamment le principe de risque, besoin et de réceptivité. Il y a quand même au sein de la littérature scientifique un développement plutôt récent, une insistance plutôt récente sur l'idée, 1, que la récidive officielle n'est pas un paramètre suffisant, 2, qu'il est nécessaire de considérer des critères qualitatifs d'évolution de la prise en charge. Et donc, une des perspectives proposables, c'est notamment de pouvoir s'inspirer des listes de critères opérationnels qui sont couverts à travers des paramètres de risque, notamment à travers des paramètres de risque dynamique qui incluent, comme je le soulignais encore hier, à la fois la prise de considération des perspectives cliniques, mais également la prise de considération de caractères, de critères criminologiques. Donc je pense que c'est vraiment très important de pouvoir quand même dépasser les antagonismes classiques, perspectives criminologiques, perspectives cliniques, et de dépasser quelque chose qui n'est pas facile à dépasser, c'est les pensées centrées sur les écoles psychothérapeutiques et les oppositions classiques entre les écoles. Les méthodes qui sont soutenues, je pense, soutenables au sein de la littérature scientifique récente, soulignent en tout cas tout l'intérêt de préconiser en tout cas des approches centrées sur les dimensions plus particulièrement psychologiques. Alors on pense souvent, à tort, que les listes qui sont mentionnées à travers les critères d'échelle d'évaluation de risque sont uniquement des critères comportementaux. C'est assez faux. L'idée qui est quand même plus soutenue derrière la démarche, en tout cas dans les démarches récentes, c'est d'essayer d'estimer le risque des récidives à travers l'identification de traits mentaux, de traits psychologiques qui définissent une prédisposition potentielle à récidiver à travers notamment des traits psychologiques qui peuvent s'extérioriser à travers des formulations de passage à l'acte. Alors moi je pense qu'il est raisonnable de proposer la chose suivante. 1, de faire une estimation de l'évaluation du risque de grandeur d'un individu sur le plan du risque de passage à l'acte récidivant sexuel, notamment en termes de risque des grandeurs. Alors il y a des outils qui existent, et notamment en l'occurrence l'outil le plus utilisé, c'est l'échelle statique de Henson. Les échelles, ou en tout cas les listes d'échelles, poursuivent des objectifs différents. Les échelles statiques mesurent le risque de récidive d'un individu par rapport à un groupe sur le long terme. Les échelles dynamiques mesurent des risques de récidive potentiels sur le court terme. Donc la temporalité dans l'évaluation de l'efficacité est évidemment un paramètre qualitatif fondamentalement important. On dit souvent trop à tort que les échelles statiques sont des échelles inamovibles. C'est catégoriquement faux. Il est important de réévaluer même les échelles statiques, étant donné qu'elles incluent des paramètres potentiellement évolutifs tels que
l'âge, évidemment, la capacité de se mettre en relation et surtout le risque, en tout cas, de recommettre de nouvelles infractions. Donc, si quelqu'un recommet de nouvelles infractions, change de sa situation sociale dans un laps de temps relativement moyen ou long, il est inévitable, en tout cas, que les scores qu'il va obtenir au niveau des échelles des risques statiques va potentiellement changer. Alors, il y a un exemple français, je pense, qui est important de mentionner, le cas Fourniret. Fourniret aurait eu des échelles statiques potentiellement différentes selon les différents pays dans lesquels il a vécu et les différents temps dans lesquels son processus judiciaire aurait été potentiellement donc évalué. Les échelles ne peuvent jamais qu'évaluer l'information qu'on a disponible sur le moment. D'accord ? Elles sont directement tributaires de la qualité et de la densité et de la fiabilité des informations qui sont disponibles pour le praticien qui évolue. Elles ne peuvent pas remplacer des informations qui sont manquantes. Une des perspectives d'étape 2 que moi je préconiserais, et je pense qu'il est largement soutenu par la littérature scientifique aujourd'hui, c'est, outre l'essayer de donner une perspective, en tout cas d'ordre de grandeur, entre guillemets, statique, de se donner les moyens d'avoir des perspectives évaluatives qui critérisent à la fois les domaines sociaux, criminologiques et cliniques. Et je pense que des formats existent, dont Valérie Moulin-Rabelais hier. Il y a des centaines d'échelles qui existent à travers le monde, et on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de dénominateurs communs qu'on retrouve tout le temps, je pense. Donc je pense qu'il n'est pas très raisonnable de vouloir inventer la roue. Il y a des formats qui existent, il y a des formats qui ont été rodés, il y a des formats qui ont été validés à l'étranger, et sur lesquels je pense qu'il serait bien utile, en tout cas, de potentiellement pouvoir s'inspirer. Voici, par exemple, un modèle qui est un des plus utilisés à travers le monde, l'échelle SVR20, où vous avez la distinction entre la temporalité passée, présente et future. Ça, c'est une perspective tout à fait nouvelle par rapport à la génération antérieure des échelles uniquement statiques, principalement centrées sur le passé. Et une autre perspective qui est nouvelle à travers une approche évaluative plus intégrative, c'est l'intérêt de concilier les caractéristiques d'environnement social. Jusqu'à présent, les expertises présententielles étaient avant tout des expertises centrées sur la personnalité. Alors, il y a des perspectives d'échelle qui existent, des échelles dynamiques. En tout cas, il y a des formats d'échelle qui sont dynamiques, qui servent à temporaliser, mesurer le court terme, notamment dans le potentiel court terme en termes de changement. Donc, je ferai la distinction entre le long terme, le court terme et le moyen terme. Et il y a aujourd'hui, évidemment, à l'aune en tout cas du développement de la psychologie positive et du GLM, le développement en tout cas de l'idée qui sous-tend le fait que certains individus vont pouvoir se développer ou pas des facteurs dits protecteurs. Donc l'approche d'évaluation du risque est une approche péjorative, l'approche d'évaluation des facteurs protecteurs est plutôt une approche positive. Est-ce qu'il n'est pas intéressant de concilier les deux approches, facteurs de risque et potentiellement facteurs protecteurs, avec des autres paramètres tels que les paramètres notamment liés à des processus de pensée, etc. Je terminerai en disant que une des perspectives en psychiatrie et en psychologie légale aujourd'hui importantes, c'est notamment l'essayer d'intégrer des paramètres tels que des paramètres, évidemment, de troubles mentaux majeurs. Les troubles mentaux majeurs font partie des critères habituels que l'on retrouve dans les échelles dynamiques, elles sont indispensables, mais également des paramètres globaux tels que liés, par exemple, à la perception de la qualité de vie. Alors, ce qui est vraiment important pour moi, c'est que l'évaluation de ces domaines, perception de la qualité de vie, évaluation des troubles mentaux et évaluation des risques, entre guillemets, dynamiques, doivent se faire de manière conjointe et ne pas se faire de manière isolée. Il ne suffit pas d'évaluer la perception de la qualité de vie améliorée d'un justiciable pour dire qu'il va mieux, parce que, bon, un individu psychopathique a une bonne qualité de vie en général, mais soigner sa qualité de vie alors qu'il récidive, c'est quand même pas tout à fait l'efficacité thérapeutique. Et nous savons, et c'est quelque chose que nous avons mesuré dans le système de défense sociale en Belgique, c'est qu'il y a une corrélation positive entre le narcissisme psychopathique et la perception de la qualité de vie. Donc ces gens-là n'ont pas de problème, entre guillemets, de qualité de vie. La qualité de vie, la difficulté de qualité de vie touche davantage des gens qui ont des troubles psychotiques, ont des troubles anxieux, ont des troubles neurotiques, etc., etc. On pense habituellement un peu à tort que les échelles de risque sont négativement corrélées obligatoirement avec la qualité de vie. Il est faux de considérer qu'une faible qualité de vie constitue un facteur de risque à part entière. Ça peut se concevoir comme ça, comme facteur indirect, mais je pense que ça doit surtout s'apprécier de manière conjointe, parce qu'il y a des exceptions, parce qu'il y a des individus qui ont peu de problèmes de qualité de vie et qui utilisent les autres, les relations sociales notamment, pour pouvoir potentiellement les exploiter. Donc je pense que c'est une règle qui implique la nécessité de ce qu'on ne fait pas suffisamment, c'est
d'élaborer, en tout cas, de penser les liens entre la récidive et les facteurs de risque et les troubles mentaux et les facteurs de risque comme des liens directs, alors que parfois ce sont des liens indirects. Mais les liens indirects sont aussi des liens qui sont mesurables. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Nous avons de nouveau un temps de questions. Alors, de nouveau, oui. Commission d'audition, oui. Donc 2 questions. Une sur les échelles chez les femmes. Et est-ce qu'il existe-t-il des échelles spécifiques en matière de violence sexuelle et conjugale? Les femmes. Bon, étant donné que la prévalence des femmes délinquants sexuels est très faible par rapport aux hommes, 5%, je n'ai pas connaissance, en tout cas, d'échelle spécifique de récidive sexuelle chez les femmes. En tout cas, pas suffisamment de critères qui ont été suffisamment validés aujourd'hui à l'heure potentiellement actuelle. Donc, je n'ai pas de format spécifique à proposer par rapport aux femmes délinquantes sexuelles. Maintenant, on peut quand même considérer de manière raisonnable, en tout cas, que les principaux facteurs de risque chez les hommes se retrouvent chez la femme. L'impulsivité, le manque de remise en question, les préférences sexuelles déviantes, la déviation sexuelle, les potentialités, en tout cas les pertes de limites de leur promiscuité sexuelle sont probablement des critères qu'on retrouve. Oui. Oui, nouvelle question. Question, Olivier Giron. Quelles échelles sont... la taille des échantillons dans les échelles qui sont traduites en français, disponibles, adaptées à la France ou au monde francophone, qui ressemble le plus à notre pays. Deuxièmement, la question, est-ce qu'on peut... ces outils, on a entendu que le SPIP, hier, voulait s'en emparer. Vous avez parlé de quel matériel est à disposition, la densité du matériel. Donc, est-ce que le SPIP est bien placé? Est-ce que c'est des experts, mais sous forme d'une collégialité? Est-ce que c'est il faut une unité spécifique pour utiliser de tels outils? Je voudrais votre regard. Merci. Donc, l'accessibilité et la validation des échelles en français est peu établie, par la simple bonne raison que dans ce pays, la tradition évaluative sur le plan validatif a été peu développée, peu soutenue, de par, je crois, l'ambivalence, voire la réticence initiale. Et donc c'est toujours le même problème, je dirais, on n'utilise pas une échelle parce qu'elle n'est pas validée, on ne la valide pas parce qu'on ne veut pas l'utiliser. Donc on a un cercle un peu infernal qui peut durer vraiment très longtemps. Bon, donc ça c'est une chose. Alors maintenant, je pense que les exemples que nous avons de validation d'instruments ont été faits dans les pays francophones. Bon, en tout cas, évidemment, pour ma partie, la Belgique francophone, en tout cas, nous avons beaucoup travaillé sur la validation de ces échelles. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure cette validation que nous faisons en Belgique s'extrapole parfaitement, en tout cas, à la population carcérale française, mais on peut quand même faire l'hypothèse que nos populations délictueuses ne sont peut-être pas si fondamentalement différentes, que les délinquants, même sexuels, passent d'un pays à un autre, ça c'est voilà, et que la délinquance limitrophe, en tout cas si on travaille sur nous, dans la région tournaisienne, on est quand même pas loin de la frontière et on a beaucoup, je dirais, de justiciables francophones qui partagent entre le territoire commun. Donc je pense que les données que nous avons en Belgique francophone sont pas nécessairement extrapolables à tout le moins une partie de la population délictueuse française. Je pense bien sûr qu'il faudrait vérifier cette validité, en tout cas la travailler et puis la affiner et pouvoir potentiellement croiser les données. Alors la taille de magnitude sur laquelle nous avons travaillé sur les échelles en Belgique varie selon les études, varie selon les échelles de entre 100 et 300, 400 personnes. Si on pense à l'échelle statique 99, nous l'avons validé sur à peu près 400 justiciables, l'échelle de R sous 800 justiciables, donc ça dépend. Alors les échelles dynamiques, nous avons moins de taille d'effectifs de validation pour la simple raison qu'elles sont plus compliquées à évaluer, plus sophistiquées bien évidemment, et donc la taille d'effectifs sur lequel on a travaillé est nécessairement plus petite. Merci. Oui, toujours la commission d'audition. Oui, vas-y.
Non, vas-y, Charles Lesra, puis M. Delarue. D'accord. Donc, je pense que la plupart des échelles peuvent potentiellement être utilisées par le SPIP. La question, c'est qu'il est nécessaire d'avoir des compétences cliniques quand même pour évaluer un certain nombre de critères. Degré de psychopathie, troubles mentaux majeurs, ces critères-là sont des critères de nature diagnostique. Donc, si le SPIP dispose de compétences diagnostiques formelles, oui. S'il dispose uniquement de compétences sociales et criminologiques, il vaut mieux se rabattre sur des échelles plus modestes sur le plan des compétences cliniques. Mais c'est possible. Oui, une question sur un point que vous n'avez pas abordé, mais qu'on trouve dans votre rapport. Vous le dites, il est reconnu que les TCC sont plus efficaces pour aider les délinquants à réduire leur risque de récidive. Oui. Est-ce que vous pourriez préciser? Donc, le principe général de cette observation, c'est que plus le traitement est défini opérationnellement, plus les objectifs peuvent paraître clairs, plus l'intervention est potentiellement directe, et plus on a, et ça c'est surtout c'est ça le plus important, plus on a de critères opérationnels pour évaluer son efficacité. Donc je pense que ce n'est pas une question, on l'oppose souvent à une question de courant, et on l'oppose souvent à une question de courant théorique, alors qu'en fait, enfin, pour le méthodologue et l'évaluateur que je suis, je trouve que ça repose essentiellement sur une question de critérisation et d'opérationnalisation. Voilà. Donc les démarches TCC, étant donné qu'elles sont fondées sur des opérationnalisations entre guillemets plutôt concrètes, elles sont plus faciles à évaluer, plus faciles à établir et plus ciblées en termes de processus d'intervention directe. Plutôt que des démarches qui sont centrées sur les processus, entre guillemets, les processus qui travaillent dans le long terme et qui travaillent, par exemple, sur les traumatismes profonds potentiellement dans le placé, qui sont plus inférables. Okay, monsieur Delarue. Merci. Vous avez dit que les études montraient que les délinquants sexuels, objets thérapeutiques, récidivaient moins que ceux non traités. Vous pouvez préciser la source de ces indications ? Donc, ces données sont héritées, en tout cas, de méta-analyses. Dans les méta-analyses, c'est des compilations, évidemment, d'études comparatives qui groupent en même temps, d'une part, les gens qui ont été traités, par exemple, en intramuros et en extramuros, et les gens qui n'ont pas été traités, c'est-à-dire qui n'ont pas fait l'objet de mesures de traitement parce qu'ils n'ont pas voulu, ou parce qu'ils ont été exclus, ou parce qu'ils ont mis fin prématurément au traitement. Donc, les classiques comparaisons groupe de délinquants sexuels traités versus non traités suggèrent un abaissement de la récidive générale, c'est-à-dire de toute forme de délinquance recommise après la libération, et un abaissement de la récidive potentiellement officielle, qui est d'une magnitude modérée, mais qui est significative quand même. Donc on ne peut plus dire aujourd'hui que ça ne sert à rien de traiter les délinquants sexuels si on les met dans des modalités thérapeutiques concrètes et qu'on les compare sur des tailles d'effectifs relativement importantes. Je pense que l'évidence aujourd'hui est calculée sur des dizaines de milliers de délinquants sexuels suggère cette donnée générale. Merci. Oui, Virginie Gautron, je suis maître de conférence. Alors, une petite remarque, vous évoquez les méta-analyses, je serais plus nuancée sur les résultats. Il y a un certain nombre de travaux qui sont quand même très critiques, et notamment une évaluation très récente sur le programme SOTP, qui est le programme anglais pour les délinquants sexuels, très récent, qui montre que ceux qui ont été suivis par TCC, par groupe de parole, récidivent davantage que ceux qui n'ont pas été traités, pour un motif qui est essentiel, la standardisation des réponses. Après, une méta-analyse quand même, c'est pas, quand on a 200 études sur un échantillon de 100 personnes, ça ne fait pas un échantillon de 20 000 personnes. Enfin, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Et ma question serait la suivante: dans quelle mesure, dans ces instruments et les évaluateurs, quand ils les utilisent, tiennent compte parmi les facteurs de risque des dysfonctionnements institutionnels qui peuvent contribuer à la récidive? On pourrait prendre plusieurs exemples. Et dans quelle mesure tient-on compte aujourd'hui des effets discriminatoires de ces échelles qui sont pointés de plus en plus partout dans le monde, au point que la Cour suprême du Canada, il y a tout juste 2 jours, vient d'exiger de l'État qu'il prouve que ces échelles soient valides pour les populations autochtones. Donc comment aujourd'hui ces débats qu'on n'entend pas en France, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, ne sont pas mobilisés? Voilà. Bon, les résultats des méta-analyses sont des résultats centraux, d'accord, pour dire que nous avons des estimations centrales. Mais je trouve que
Et je pense que c'est le bien fondé des méta-analyses d'avoir des tendances centrales. On a besoin de tendances centrales. Le problème des tendances centrales, c'est qu'elles sont centrales, c'est qu'elles sont trop générales et qu'elles ne vont pas assez dans les particularités. Donc d'accord pour dire qu'il y a une perte de particularité dans les méta-analyses et finalement ce sont des statistiques qu'on pourrait compiler et qu'on pourrait classifier de globalement assez grossières et assez abruptes. Mais je pense néanmoins qu'elles permettent de donner un ordre de grandeur et quand même un ordre de bon sens aussi quelque part. Je pense que si vous avez 10 méta-analyses qui vont dans le même sens, il est difficilement contestable. Ou alors vous considérez qu'à partir de la seule étude que vous lisez, vous trouvez que votre interprétation, c'est que vous n'y croyez pas, c'est que vous trouvez ça faux, c'est que vous trouvez que c'est l'institution qui crée. D'accord ? Donc je pense que, moi je ne fais pas une confiance aux aveugles aux méta-analyses, mais j'ai envie de dire qu'au fond, c'est quand même des énormes efforts scientifiques qui sont déployés à partir d'études, soit publiées, non publiées, qui nous donnent en tout cas un ordre d'état de grandeur. Donc moi, je pense que surtout votre question renvoie plutôt à la question de savoir bon, jusqu'à quel degré potentiellement de confiance on peut y aller. Alors, je pense que dans toute méta-analyse et dans toutes les recherches méta-analyses, vous avez des études qui vont dans ce sens et vous avez des études qui ne vont pas dans ce sens. Ce que je voulais juste pointer, c'est le sens dans lequel ça va. Je ne dis pas que toutes les études sont efficaces. Je dis il y a certainement des études qui trouvent et qui prouvent et qui mettent en évidence le sens contraire aux effets attendus. Si nous prenons en charge des délinquants sexuels à fort degré de psychopathie, il est fort à parier qu'on puisse avoir éventuellement des effets contraires aux effets attendus, initialement, tout simplement parce que ces gens ont trop de bénéfices secondaires par rapport à la potentialité de récidive. Alors ça, c'est une chose. Alors la deuxième chose, c'est sûr qu'il y a des études qui ratent, au sens que peut-être des programmes qui ne sont pas suffisamment détaillés, peut-être que le climat thérapeutique n'est pas respecté, peut-être que l'adhésion du patient n'est pas suffisamment, peut-être que l'administration des règles éthiques n'est pas suffisamment garantie. Donc je pense qu'il y a vraiment des raisons très concrètes et critiquables, je dirais, à travers la potentialité, en tout cas, d'avoir des études qui vont potentiellement dans le sens contraire. Alors les échelles de risque, la question de la stigmatisation des échelles, bon, écoutez, moi je pense que de toute façon, on n'a pas attendu des échelles dynamiques pour décrire en tout cas des processus négatifs chez les gens. J'ai envie de dire que lorsqu'on parle, je veux dire, de facteurs d'empathie ou de déficit d'empathie ou de déficit introspectif, je trouve que ça fait partie du vocabulaire courant, je dirais, de la pratique. Je dirais. Qu'est-ce qu'énumèrent ces échelles ? Vous avez l'impulsivité, le déficit d'empathie, le fait d'avoir commis des délits antérieurs, le fait de vous identifier aux émotions, je dirais, de la victime. Bon, si vous considérez que c'est une approche péjorative, stigmatisante, soit, mais alors vous utilisez d'autres vocabulaires, vous inventez un autre vocabulaire. Alors, une des façons, je trouve, qui évolue, je dirais, dans la discipline, c'est de pouvoir, outre parler des échelles de risque, utiliser, qui sont quand même fondamentales, une démarche plutôt péjorative, de pouvoir parler de manière complémentaire de facteurs protecteurs. Hein, dire de quelqu'un, oui, il a des facteurs de risque, mais là aussi des facteurs qui protège. Je crois que ça répond peut-être au souhait, je trouve légitime, d'un rééquilibrage sur le plan du risque de stigmatisation. Je pense que sur ces propos, le comité d'organisation vous a prévu une pause. Une pause qui doit être courte, évidemment, salutaire, pour qu'on reprenne des débats qui sont déjà très bien partis. Merci. À tout de suite.